Poète français né à Paris, Patrick Géraud a publié plusieurs livres de poésie sur la nature et sur sa ville natale. Il tise une profonde amitié avec le Sénégal au fil des ans. Et aujourd'hui, avec son roman Le Baobab du cœur, il fait face aux jeunes lecteurs du cours Sainte-Marie de Anne sur livre ouvert. Bonjour Monsieur Patrick Géraud, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans notre école. Votre présence nous fait très plaisir et nous sommes honorés de vous recevoir parmi nous dans l'émission Livre ouvert. Et alors, rien n'empêche de ne plus être d'accord et de se séparer. Je pense qu'il faut aller ensemble jusqu'au bout. J'ai un mauvais pressentiment. Leurs regards se croisent. Ils se remettent dans la queue. Un long moment de silence s'installe entre eux. Abdou avance tête baissée et prie. D'un seul coup, une voix les appelle. Celle d'un homme qui se fait de plus en plus forte à l'approche de la pirogue. Dépêchez-vous, allez avancer. Abdou ne quitte pas son ami d'une semelle. C'est à leur tour de marcher dans l'eau quelques mètres et de monter dans le bateau. Abdou hésite à enjamber, sa panique l'empêche de lever la jambe droite. L'homme s'approche de lui, le tire violemment par le bras et crie « Qu'est-ce que tu fais ? Tu bloques le passage, allez, tu montes et plus vite que ça, avant que la police n'arrive. » Brutalement, Abdou est poussé par un autre homme. « Alors, tu sautes ?» Jack reconnaissait sa voix. C'est celle du passeur. En désespoir de cause, Abdou se hisse dans le bateau, prêt à affronter la mer, et décide d'aller sur l'autre rive, supposée être celle de l'espoir. Où est l'essentiel de notre être ? Est-ce que c'est la recherche de l'argent idole pour satisfaire nos besoins de plus en plus nombreux ? Tu poses une question fondamentale, dit Fatou. Dans notre société africaine, de nombreux jeunes sont attirés, influencés par le mode de vie des pays occidentaux. Ils cherchent un sens à leur vie en espérant de le trouver chez vous. Tout à fait d'accord, renchérit Florence. Ils croient que chez nous, c'est le paradis. Ils se trompent. En France, c'est déjà très difficile pour une grande partie des Français de vivre correctement comme tu as pu le constater quand tu es venu à Paris. C'est encore pire pour les migrants. Ce sont des exclus, des gens de troisième zone dans la société française. C'est pour ça qu'il est nécessaire de permettre aux jeunes Sénégalais de rester dans leur pays, d'avoir du travail et un avenir. Ça aurait dissuadé Abdou de partir ? Intervient Florence. Absolument, répond Fatou. Effectivement, il est sûrement à la recherche de richesses matérielles, d'autonomie, d'une vie meilleure. Si c'est le cas, c'est illusoire. C'est du rêve que l'on promet aux migrants, réagit Florence. Je suis abattu, avoue un Sénégalais. Pourquoi ? Demande un Malien. Je viens d'apprendre que je ne peux pas rejoindre l'Europe. Pour quelle raison ? Je n'ai pas de papier. Tu n'es pas le seul dans cette situation. Moi aussi et tous les autres ici, ajoute un Burkinabé. Alors, il n'y a aucun espoir, réagit le Malien. Non, d'après la police, répond le Sénégalais. Qu'est-ce qu'elle te propose ? De retourner au pays, dit le Sénégalais. Moi aussi, je suis sans papier, annonce un autre Sénégalais. C'est catastrophique, je suis dans une impasse. Pourquoi tu es parti ? Demande le Burkinabé. Je suis pêcheur. Il n'y a pas assez de poissons pour gagner sa vie. C'est pour ça que j'ai pris la pirogue. Je ne peux pas revenir au pays. On nous laisse dans ce centre sans rien nous dire, sans aucune aide, sans accompagnement, regrette un Guinéen. Moi, plus ça va, plus je perds espoir de faire ma vie en Espagne, dit un Mauritanien. Tout n'est pas définitif. Ils ne peuvent pas nous renvoyer tous dans notre pays, remarque le Malien. Avant d'embarquer, le 19 juillet, j'ai quelques minutes pour écrire un message sur mon téléphone portable. Sylvie, ce soir, je t'envoie ce dernier message de l'aéroport. Je t'écris juste des mots, des images, des sentiments, des flashs de mon voyage au Sénégal. Ce pays, ce sont des odeurs, des saveurs, des couleurs, des sourires, des baobabs, des beaux oiseaux, la mer, les plages, le sable chaud. C'est aussi le ciel bleu, les bougainvilliers, les maisons coloniales, les pirogues, les boubous, les charrettes, les spécialités culinaires
et la joie de vivre. Mais c'est également un pays de jeunes en quête d'emploi ou sur le chemin de l'exil, de drames humains et de disparités entre les campagnes et les villes. Comme tu le sais, la grande joie est le retour d'Abdou, 2 jours avant notre retour. C'est une fin magnifique. Le baobab du cœur a pris sa place dans ma valise, signe d'une amitié naissante avec Babacar. Je te joins une photo prise à l'aéroport. À côté de Florence, c'est Fatou, son amie, qui est désormais mon amie de cœur. Et entre elle et moi, c'est Abdou. Et à côté, Aliou, notre chauffeur. À demain matin, je t'embrasse, Michel. Tout d'abord, merci de m'accueillir à cette émission. Merci à vous, jeunes lycéens. Et beaucoup d'extraits sont percutants. Ils sont très significatifs de ce livre. Bien sûr, vous avez ciblé les extraits autour de l'immigration clandestine, un des thèmes principaux de cet ouvrage. Et en même temps, vous avez su choisir les extraits les plus remarquables et qui posent d'emblée la problématique de l'immigration clandestine. Et je tiens à vous dire aussi en plus que ça rend vivant le livre à travers vos lectures et ça donne aussi l'envie d'aller plus loin par rapport à ce que vous avez lu pour en découvrir beaucoup plus sur cette traversée d'Abdou, traversée de cette mer de l'Atlantique entre Hambourg et les îles Canaries. En plus, vous avez à la fois choisi des extraits où on a tous les personnages du livre qui sont cités et qui ont leur place à travers vos exemples de lecture. Je tiens vraiment à vous remercier et je pense qu'à partir de là, nous allons pouvoir peut-être répondre à vos questions et aller plus loin dans l'approfondissement de l'ouvrage. Dans le livre Le baobab du cœur, Serigne Babacar Mbow apparaît comme une figure de sagesse et de guidance pour les jeunes. Mais quel rôle vouliez-vous qu'il joue dans le parcours d'Abdou et de Jack? Est-ce que surtout pour les soutenir moralement ou aussi pour transmettre des valeurs importantes à tous les lecteurs? J'ai été marqué par cette figure de Serigne Babacar Mbow depuis que je l'ai rencontré, ça fait maintenant à peu près 17 ans. C'est un homme de la sagesse, un homme de l'humilité, un homme plein d'espoir et porteur aussi d'une vision pour une partie de ce village où il est. Il s'est installé il y a plus de 30-35 ans avec sa femme, sœur Aïcha Tissé, et ils ont su, au fil des années, après de nombreuses années aussi de labeur, transformer ce village et le rendre aujourd'hui toute sa véracité au développement. Il n'y avait rien et aujourd'hui, il y a une école maternelle, une école élémentaire et un collège. Il y a un centre de santé, un centre des métiers, un centre de métiers qui permet à des hommes et des femmes de confectionner des produits artisanaux qui sont vendus au Sénégal, mais aussi en Europe. Et puis, donner la possibilité aux femmes d'avoir une activité d'agroécologie. Et à partir de là, avec leur production, à la fois de tomates, de piments, de salades, d'avoir un petit revenu. Donc, donner une autonomie financière et aussi de quoi vivre dans une zone rurale, semi-sahélienne, dans cette région du Baol, à côté de Bombay, semi-désertique, où là, les grandes difficultés, quand il est arrivé, il n'y avait plus personne. Aujourd'hui, c'est vivant, il y a des gens qui sont là sur place, qui travaillent, et d'autres, bien sûr, vont travailler à Dakar, mais ils ne vont pas plus loin de Dakar. Donc, cette figure, c'est un sage, pour moi, et qui représente beaucoup. Il représente aussi le travail.
Le fondement de sa philosophie, de sa spiritualité, Baye Fall, c'est le travail. Leur prière, c'est le travail, et ils travaillent tout le temps. Ils sont travaillés, on voit, avec l'œuvre réalisée au fil des années. Et en même temps, c'est l'ouverture à l'autre, à d'autres cultures, à d'autres croyances, à d'autres personnes qui venant d'horizons différents, sachant qu'ils accueillent dans ce village des personnes qui viennent de différents pays, souvent des Européens, et on les accueille comme ils sont, et ils s'intègrent dans cette vie. Donc, moi, j'étais très marqué par cette figure. Et aussi, dans le livre, il y a un dialogue entre Cyril Babacar et Michel, et qui montre là toute la spécificité de la richesse des relations culturelles et interreligieuses entre les personnes vivant dans ce pays. Nous sommes dans un pays, le Sénégal, qui pour moi est un pays de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, de la différence. Et là, c'est un exemple. Et en plus, dans un milieu rural, quand on sait que 47% de la population sénégalaise vit en milieu rural, un milieu difficile, et on pourrait penser qu'on vit sur soi-même. Au contraire, c'est l'ouverture. Et cette ouverture est significative dans ce livre, dans différents moments, et qui donne aussi la dimension du dialogue, la dimension de l'acceptation de l'autre. Et Cyril Babacar Mbo est quelqu'un de marquant et qui a su donner aux membres de cette communauté et aussi aux membres du village, aux habitants du village, la notion d'acceptation de l'autre. Quand on est dans le village, moi je vais depuis plus de 15-16 ans dans ce village, je rencontre des gens, on n'est pas du tout surpris d'être accueilli, au contraire, de parler avec les gens. Et ça, c'est toute une démarche de Cyril Babacar Mbo, au-delà de sa propre communauté de Baye Fall, c'est se répandre dans le village, et c'est une philosophie de vie. Alors, le baobab est-il un symbole dès le départ dans votre esprit ou est-il devenu symbolique pendant l'écriture? Le baobab, c'est quelque chose d'important dans le livre. Pour moi, il est signe de force, de vitalité, de longévité, d'accueil, de palabre. C'est le cœur d'un village. La notion de baobab était pour moi indispensable dans ce livre. Vous ne pouvez pas ne pas parler du baobab. Il est tout le temps là. Vous avez lu ce livre et je trouve ça extraordinaire, vous l'avez étudié. Vous avez pu constater que régulièrement, on en parle. Que ce soit des villageois, que ce soit des personnes qui viennent là voir le village, passer 2-3 jours, ils vont voir le baobab. Ce baobab, c'est un lieu de sérénité. D'abord, dans le village de Mdem, le baobab est à l'entrée du village. Il est mis là et on ne peut pas ne pas le voir. On ne peut pas ne pas s'arrêter. Et c'est pour cela qu'il a une importance dans ce livre. Mais au-delà de cette importance physique dans le village, de cette importance aussi pour les villageois, je lui ai mis un rôle non négligeable parce que dans le livre, il est l'élément fédérateur, l'élément où on se retrouve lorsqu'on a peut-être des préoccupations, peut-être avec, on voit bien Abdou et Fatou qui parlent ensemble. À ce moment-là, ils vont parler là, ils ne vont pas parler autre part presque. C'est un peu un lieu de confidence. Et puis ils sont plusieurs des fois à être là et puis ils parlent. Donc, il fait partie du paysage sénégalais, le baobab. J'ai écrit ce livre de l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai écrit ce livre à partir de ce que je connais de ce magnifique pays qu'est le Sénégal,
à force d'y venir depuis 17 ans, comme je vous dis, chaque année, presque, en mission humanitaire. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que le baobab, s'il n'était pas présent dans ce livre, il manquait quelque chose. C'est la vie de tout le monde. J'étais dans différents villages, il y a aussi le baobab, et le soir, on est autour du baobab, les enfants, les adultes. Et c'est ça que je voulais transmettre. En même temps que ce que je viens de dire, c'est un lieu qui permet de se confier, de parler, d'évoquer des problématiques. On voit bien qu'il y a un dialogue dans le livre entre Abdou et Fatou, et elle lui pose la question par rapport à son départ. Tu as été influencé. Vous vous rappelez de ça, un peu, de ce passage. Et il hésite à le dire, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il le dira. Et c'est le lieu propice pour que ce dialogue ait lieu. Et deuxièmement, c'est là où il dit les choses profondément qu'il a dans son cœur, qu'il a amené à partir. Il n'aurait pas dû sûrement peut-être le dire autre part. Parce que le baobab, c'est celui qui va être là pendant des centaines d'années et qui va permettre de réconcilier tout le monde, souvent. Permettre de transmettre un amour entre les gens. Et c'est pour ça que je l'appelle le baobab du cœur. L'image fondamentale du baobab, c'est qu'à la fin, Serigne Babacar Mbo donne comme cadeau à Michel un baobab. Et c'est là qu'il lui annonce qu'il s'appellera le baobab du cœur. Et ça venait du cœur de Babacar Mbo, le cadeau du baobab. Alors moi, ma question c'est pourquoi est-ce que le voyage pour certains est une partie de plaisir, mais pour d'autres un véritable enfer? Je comprends à travers votre question, c'est les Européens par exemple, qui peuvent venir facilement dans votre pays. Il n'y a pas que les Européens, il peut aussi y avoir des personnes qui habitent l'Amérique du Nord ou d'autres continents, ou même d'autres pays d'Afrique. Et puis, la circulation des Sénégalais, quand on est au Sénégal, vers d'autres pays. Autant les circulations entre les pays du sud-sud se font, mais les circulations entre le sud et le nord se font avec des grandes difficultés. Je pense que c'est ça, vous faites référence à cela. C'est une injustice humaine. On est censé tous circuler comme on le pense, d'un pays à un autre, d'une culture à une autre. La connaissance de votre propre langue, de votre propre culture, de vos traditions, et vice-versa. Malheureusement, il y a des pays, en particulier l'Europe, mais c'est aussi valable pour d'autres pays qui sont en dehors de l'Europe, on peut aussi citer les États-Unis, il y a la peur de l'autre, la peur du migrant qui vient frapper à la porte et s'installer, la peur de manger leur pain, la peur de prendre des choses qui pensent pour eux importants et qu'on doit garder, entre autres le travail, garder pour les Français ou garder pour les Européens, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie ou en d'autres pays européens. Et ça, c'est une façon restrictive de la conception de la relation entre les hommes et les femmes, d'une façon universelle. La richesse d'un peuple, c'est la possibilité de pouvoir mieux connaître l'autre, à la fois sa culture, à la fois ses traditions, comme je disais tout à l'heure, mais aussi tout ce qu'il peut apporter. Et à partir de là, nous constatons que les pays européens se referment de plus en plus.
Et ça s'est accentué ces derniers temps, je dirais, ces dernières années. Car on a un développement en Europe du populisme, des gens qui pensent que l'autre qui est différent n'a pas sa place. On entend souvent la France aux Français. On pourrait dire autre chose de cette nature dans d'autres pays. Et ça, c'est très pénalisant pour les hommes et les femmes de tous différents pays. Vous savez, c'est valable autant aussi, on a eu en France des mouvements de personnes qui viennent de Pologne, par exemple. On appelait le plombier polonais. Et c'était aussi un peu une critique. On l'acceptait moyennement. Alors, il était européen, mais on l'acceptait quand même moyennement. Alors c'est pire quand c'est une personne qui vient d'au-delà de la Méditerranée. Moi, je suis très meurtri de ça, parce que moi, je comprends qu'il est important qu'il y ait ces échanges et puis des expériences. Il ne faut pas toujours penser que les personnes qui viennent sur le territoire européen, qui viennent d'Afrique, vont être là pour manger notre pain. Ils sont là aussi pour autre chose, l'ouverture. Je prends les jeunes, les étudiants. Vous allez, après avoir le bac, vous espérez de faire une expérience universitaire ou une école dans un pays européen. Aujourd'hui, c'est aussi possible, c'est vrai, mais c'est très contrôlé. Et en même temps, dès que les études sont terminées, il n'est pas question de rester. Pourtant, des fois, c'est intéressant de faire une expérience et revenir à son pays. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Et ça fait un climat, je dirais, délétère, à un moment donné. Moi, je suis vraiment profondément attaché à cette universalité des relations entre les hommes et les femmes, ces échanges. Et pour moi, je vois très bien certaines difficultés que je connais de Sénégalais qui pourraient venir en France, passer 10 jours ou 15 jours pour une expérience ou de relations et des associations avec lesquelles ils travaillent, et ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de visa, la crainte de donner le visa, sachant que peut-être il va rester. C'est dommage qu'on soit arrivé là, et ça vous prive à vous de vous ouvrir vers autre chose et de connaître un peu. Parce que on parle de migration clandestine, l'immigration clandestine dans ce livre, mais l'Eldorado auquel pensent les jeunes qui partent, ce n'est pas l'Eldorado. Et quand on va dans un pays passer un temps, soit d'études ou soit même de voyage, je dirais même de voyage d'agrément, n'est-ce pas? On se rend compte des choses. Et on relativise par rapport à cette image qu'on peut avoir d'un pays. Car la France a beaucoup de difficultés. On a des millions de personnes sous le seuil de pauvreté. On a des gens qui ont grande difficulté au niveau de l'emploi, au niveau du chômage, bien sûr, de surcroît, et des personnes qui, à un moment donné, le 20 du mois, n'ont plus assez d'argent pour vivre. Vous voyez, on ne le sait pas si on ne le découvre pas de ses yeux. Bien sûr, on peut lire, on peut regarder les émissions de télévision, les documentaires, mais le fait d'avoir eu l'occasion de passer quelque temps dans un pays pour ses propres, je dirais, envies, c'est-à-dire soit vacances, soit d'études, ou soit autre chose, ou même dans un cas de relations professionnelles, ça apporte beaucoup pour ensuite relativiser la situation de ce pays, ou en tout cas d'un peuple ou d'un continent. Donc dites-moi, monsieur, c'est quelle partie de votre livre qui est la plus souvent mal interprétée par les lecteurs? Alors on peut penser que
à travers ce voyage d'Abdou en pirogue, peut être mal interprété, pensant que je suis pour la migration de tous les, je dirais, les Sénégalais, tous les Africains, parce qu'il n'y a pas que les Sénégalais dans les pirogues. C'est pas du tout ça que je voulais dire, et pas du tout ça que je voulais aussi qu'on pense, surtout. Et c'est vrai que en France, j'ai eu des rencontres autour de ce livre, organisées à la fois par des associations qui aident les migrants à l'accueil, qui sont sans papier et qui ont besoin, par exemple, le midi d'un repas. Je connais à Dijon des paroisses qui font des repas tous les midis pour les migrants, qui viennent, hein, que ce soit d'Afrique, que ce soit de Syrie ou autres endroits. Et puis, d'autres qui rejettent ça parce qu'ils considèrent que je fais de la propagande, entre guillemets, voilà, pour dire, voilà, vous êtes pour que les migrants viennent, etc. C'est sûrement un des points qui est le plus, peut-être, discutable selon la philosophie, selon la politique, selon les idées des uns et des autres que j'ai pu avoir en France, de façon générale. On remarque dans votre ouvrage l'un des thèmes principaux est la spiritualité et le dialogue interreligieux entre l'islam et le christianisme. Ce qui m'amène à vous demander, est-ce que les valeurs religieuses que Michel et Babacar ont appris l'un de l'autre ont eu une influence sur la manière dont ils perçoivent leur propre religion? On aborde un volet de cet ouvrage qui est à l'origine de l'ouvrage. Le volet de la relation interreligieuse. Ce dialogue interreligieux est à l'origine de l'ouvrage. Au départ, à force de rencontrer Serigne Babacar Embo, donc moi le narrateur, vous l'avez compris, je suis chrétien et je suis de la sensibilité franciscaine, le tiers-ordre franciscain. Au fil des années, on a échangé beaucoup ensemble. Et à un moment donné, Serigne Babacar m'a demandé, ou plutôt ensemble, on a dit la même chose, ça serait bien qu'on essaye d'écrire ce que nous partageons ensemble, autour de la spiritualité. Et c'est vrai que entre un soufi, les Baïfals sont des soufis, même titre que les mourides, c'est une branche du mouridisme, et saint François d'Assise, dont je me réfère à ma spiritualité, nous avons des passerelles. Tous les deux, saint François d'Assise, et moi quand j'ai vu Babacar, c'est un homme de l'humilité, un homme de la paix, de la non-violence, un homme de la simplicité, et je dirais même de la pauvreté. Une image que je peux vous donner, j'étais à ce moment-là dans le Dara, à Endem, et puis je vois arriver un responsable religieux, je pense que c'était un mouride, voilà, qui passait, voilà, et il demande à parler à Serigne Babacar Embo. J'étais à côté, et Serigne Babacar Embo était en train de tailler les rosiers, les arbustes, comme tout le monde. Et il se retourne, il dit, mais c'est moi. Et là, il s'est passé quelque chose. C'est que lui, Babacar, il était dans son élément naturel. Il était en train de nous montrer, devant tout le monde, qu'il y avait une harmonie entre sa foi et son action, entre sa foi et ce qu'il est tous les jours. Et ça, il parle vrai. Ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, on a fait ce dialogue, on a écrit ce dialogue, voilà. Aujourd'hui, il n'est plus sur Terre, il a
est parti, il y a à peu près maintenant plus d'un an. Et avant de nous quitter, il a lu le dialogue, il a validé ce dialogue. Et pour moi, c'est important, parce que c'est aussi à l'image du Sénégal. Cette relation entre chrétiens et musulmans est fondamentale, et c'est pour moi la démarche que nous devrions avoir dans tous les pays. Chacun sa foi, entre guillemets, mais là, il y a un même Dieu. On le voit dans le passage, on le voit dans l'échange, on a un Dieu commun, des approches différentes, mais on est croyant pour la même cause. Et en même temps, il y a cette foi du cœur chez les Baïfal, au même titre que nous l'avons chez saint François d'Assise. Cette démarche sans intérêt, mais pour l'autre, pour les petits, pour les pauvres. Car quand même, s'installer il y a 30-35 ans dans une zone désertique où il n'y avait pas grand-chose, pour donner les moyens à ce village de revivre et soi-même vivre dans les mêmes conditions, c'est profondément extraordinaire. Dans un monde aujourd'hui moderne, mais même déjà à l'époque, il y a des gens qui auraient peut-être préféré vivre dans des conditions beaucoup plus aisées. Encore aujourd'hui, dans cette zone, il y a encore des soucis d'assainissement. Il y a des projets, je connais des ONG qui travaillent, dont l'ONG de ma femme, qui s'appelle Solidarité Eden France, qui a un projet de construction et qui finalise là, de construction sanitaire et de douches dans des lieux comme les centres de santé, etc. Et on sait encore qu'il n'y a pas les commodités dans certains villages, aujourd'hui en 2026. Malgré tout ce travail, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et Serigne Babacar a su donner quelque chose aussi important que la santé, bien sûr, mais aussi l'éducation. Sa priorité, et ça c'est fondamental, la priorité c'était de construire les écoles. Et ensuite l'éducation nationale sénégalaise est venue. Quand les bâtiments étaient construits, les enseignants sont arrivés. Et aujourd'hui, on a des enfants qui viennent à l'école, qui font 4, 5 ou voire 7 km par jour. Donc ils sont plus près, bien sûr. Et grâce à cette action, grâce à cette démarche, ces enfants-là, pour certains, on sait qu'ils ont été jusqu'au lycée, voire jusqu'à des études supérieures à Dakar. Qui aurait pensé il y a 30 ans que c'était possible? Un homme l'a su le faire avec sa démarche et son cœur. C'est une spiritualité du cœur, et c'est pour ça que j'ai appelé le Baba du cœur. Moi, ma question, c'est, selon vous, pourquoi la perception d'un Européen qui arrive en Afrique diffère de celle d'un Africain qui part en Europe? En fait, j'aurais bien aimé connaître les causes. Parce que tout à l'heure, on a parlé de ça, mais on n'a pas trop développé les causes. L'approche de l'Européen est une approche, quand il vient dans un pays africain, comme le Sénégal, on pourrait peut-être dire au départ, c'est peut-être pour une grande majorité, sauf pour ceux qui viennent pour le travail, dans le cadre de leur entreprise, il y a des échanges professionnels, tout ça, c'est un projet de vacances et un projet de découverte d'un pays. Simplement, tout le monde ne va pas à la rencontre des gens. Et le tourisme est indispensable. En particulier, le Sénégal a mis en place tout un dispositif de tourisme de qualité et de respectabilité et de démarche très chouette. Simplement, là, je trouve qu'il devrait y avoir du tourisme solidaire plus important. Pourquoi je dis ça? Parce que ça existe, hein. Il y a des agences de tourisme solidaire au Sénégal qui permet à des étrangers de venir à la fois passer
dans ce pays à la découverte de ces beaux paysages, découverte des villes qui ont une histoire, mais aussi découverte, je dirais, des pierres vivantes, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui y habitent, avec leur diversité, leur variété. La variété, c'est qu'on vit différemment à Dakar que dans la région de Bambey, ou dans la région de Thiès, ou la région de Saint-Louis, ou encore dans d'autres endroits du Sénégal, ou en Casamance, etc. Et donc, ça donne pour l'étranger, touriste qui vient, d'avoir une palette de personnes et de voir cette richesse. Mais ce n'est pas vraiment vrai pour l'inverse. Car aujourd'hui, on en a déjà parlé tout à l'heure, la difficulté pour les Sénégalais, c'est de pouvoir aller aussi en Europe. Ils peuvent aller en Afrique, ils peuvent aller dans d'autres pays du sud de l'Afrique, ils peuvent même aller aussi au Maghreb. Il y a des Sénégalais qui vont faire des études dans différentes écoles au Maroc ou en Algérie. Mais c'est là, comme je disais tout à l'heure, c'est une injustice qu'ils ne peuvent pas effectivement visiter d'autres pays, et en particulier l'Europe, avec cet esprit, et non pas un esprit de voir s'installer. L'esprit de dire, je vais peut-être avoir les moyens, et je pars un peu pour découvrir ou faire autre chose. Et moi, je pense, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est important qu'il y ait ces échanges et qu'il y ait cette possibilité dans les deux sens. Dans les deux sens. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc, Monsieur Patrick Géraud, dans la partie où Abdul et Jack doivent se séparer, certains lecteurs peuvent se demander si le geste de Jack était un acte de bienveillance ou plutôt une forme de trahison, surtout lorsqu'Abdul est revenu au Sénégal. Oui, donc la question évoque l'arrivée aux Canaries. Ils vont quitter la pirogue dans des conditions physiques déjà bien fatiguées. Après 7 jours, presque 8 jours de traversée, il n'y a plus d'eau à la fin, ils ne mangent plus, épuisés. Ils ont fait un choix. Dans le livre, c'est relaté, la discussion entre eux, ils font un choix. On se sépare pour ne pas être opéré et pour ne pas se faire prendre. Parce qu'à deux, on est facilement repérable. Et donc, immédiatement, ils arrivent sur la plage et ils se séparent. Ce n'est pas un acte de trahison. C'était un acte de solidarité dans cet esprit-là, je le dis, parce que c'est donner une chance à chacun de continuer ce parcours et à un moment donné, rejoindre l'Europe. Il savait très bien, Diac, c'est lui qui propose ça, il savait très bien, Diac, qu'il y avait la police, que les migrants qui arrivaient sur la plage étaient repérés rapidement et qu'ils pouvaient être pris et mis dans des centres de rétention, qui a été le cas pour Abdou. Alors, on n'en parle pas pour Diac parce que c'est Abdou qui était à suivre à ce moment-là, et on voit bien qu'il aura un autre chemin qui lui permettra de rejoindre la France. Mais c'était bien délibéré et il a accepté, Abdou a accepté cette proposition. Merci. Alors, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut écrire une histoire ancrée dans sa culture sans la trahir? Le conseil, si je peux en donner, c'est de parler vrai. Parler ce qu'on vit, parler de ce qui se passe vraiment dans sa propre culture et à travers son écrit. Moi, j'ai essayé d'écrire un livre de l'intérieur. Modestement, c'était ma démarche. C'est un moment de l'écriture, je ne sais pas si j'ai réussi. Je n'ai pas écrit ce livre à partir d'un œil européen.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça me paraissait important par rapport à ce que j'ai vécu pendant ces nombreuses années en venant ici. Et de plus, c'est de permettre d'avoir un retour pour ceux qui l'ont lu en France de comment on vit les choses au Sénégal, et non pas à partir de l'Europe. C'est pareil pour une personne sénégalaise, quoi. C'est pareil, c'est de partir. Vraiment, je ne suis pas sénégalais, j'ai essayé de faire cet exercice, mais je pense qu'un Sénégalais, il le ferait peut-être encore beaucoup plus profondément, car il a une culture enracinée, il a des connaissances extraordinaires de sa propre langue, le français bien sûr, mais le Wolof par exemple, où il y a des choses qui se transmettent beaucoup, et puis ses traditions. Moi, j'ai pas pu tout exploiter, pas pu tout dire. Ce livre, il fait 180 pages, j'aurais pu faire 300 pages. Alors, j'ai une écriture un peu concise, plus ramassée, mais un Sénégalais pourrait peut-être aller beaucoup plus loin et traiter du sujet aussi, je pense, à sa façon, mais à partir de sa propre perception, qui peut être aussi peut-être complémentaire à la mienne, voire peut-être même différente sur certains aspects. C'est ça la richesse. C'est la richesse des points de vue ou des façons d'aborder les mêmes sujets. Merci. Alors, moi, je voudrais savoir si dans le livre, à qui est-ce que vous vous adressez? Aux jeunes africains ou aux jeunes français? Ma priorité a été donnée de m'adresser aux jeunes Africains. Autant vous avez compris que je suis pour l'hospitalité la plus large possible, les échanges culturels, les brassages, autant là, je ne veux pas donner de fausses illusions. De plus, l'accès à l'Europe par les pirogues est un accès, à travers le livre, on le voit bien, excessivement difficile, tragique souvent, et je voulais mettre en exergue cet aspect-là, pour que les jeunes Sénégalais et autres aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, en tout cas, que ce soit les pêcheurs, que ce soit d'autres subsahariens, qui prennent les pirogues. Je dois dire, mais il y a autre chose que ça. Je peux comprendre que vous êtes dans un pays où il y a 20% de chômeurs, 27% de chômeurs pour les jeunes, une population de 19 ans en moyenne, moyenne de 19 ans, très jeune, qui aspire à avoir un métier, qui aspire à avoir une vie professionnelle, qui aspire à avoir une autonomie. Mais ce n'est sûrement pas la solution de prendre la pirogue. C'est ça que je veux alerter. C'est ça que je veux faire toucher du doigt, je dirais, à la fois les Sénégalais, mais aussi les autres, que ce soit du Mali ou du Burkina, etc. On voit bien, tout à l'heure, vous avez lu le passage des différentes personnes qui étaient aux Canaries, qui étaient désespérées, qui venaient de tous ces pays de l'ouest de l'Afrique. Mais c'est un combat de longue haleine, tout ça. Cette sensibilisation, et je dirais même cette conscientisation à avoir par rapport à cette problématique, n'est pas toujours entendable par rapport à certains jeunes. Car ils ont trop en tête l'idée de voir des fois des Européens qui viennent ici en vacances avec des facilités et pensant que ces facilités, il va les avoir en allant là-bas. Vivre meilleur et aussi en même temps aider la famille. C'est quand même ça aussi qui est important dans leur démarche. Malheureusement, ce n'est pas ça. Et c'est pour cela que j'ai voulu écrire cet ouvrage axé en partie sur cette problématique de l'immigration clandestine pour montrer que, et Abdou en est l'exemple, montrer qu'à un moment donné,
Le Sénégal est porteur, c'est un pays porteur de valeurs fortes, des valeurs universelles, et qu'à un moment donné, peut-être que le choix n'est pas celui qu'on pense qui sera le meilleur. C'est peut-être rester dans son pays, peut-être aussi avoir des difficultés pour avoir un travail, mais c'est sûrement beaucoup plus important pour lui, la personne, l'homme ou la femme, et aussi pour son pays, d'être là et participer à son développement et des perspectives nouvelles. Car aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en Europe, on le voit bien avec Diac, on le voit dans l'épilogue, il est 10 ans après, il fait des petits travails, il n'a pas de papier, il est clandestin, il fait des travaux saisonniers, il fait des cueillettes, etc. Ils vivent à deux dans un petit appartement, deux Sénégalais. Est-ce que c'est ça l'avenir? Il y a autre chose. L'avenir est ici. Il y a peut-être des difficultés, mais il y a aussi des enjeux extraordinaires. Et c'est cela qui est important, que je voulais montrer à travers ce livre. C'est quel avis qui a le plus choqué sur le livre, que ce soit bon ou mauvais? Les avis que j'ai eus sur les livres. Ouais. Non, j'ai pas. Vous savez, un ouvrage, c'est valable pour un tableau, c'est valable pour tout ce qui est culturel. On peut avoir un avis, une pièce de théâtre, un film, on peut avoir un avis mitigé, on peut être pas adhérer, on peut être aussi très content et mettre au Pilate le livre, voilà, ou le film. Non, je ne suis pas gêné. Non, j'ai eu des gens qui n'ont pas accroché parce que peut-être que la problématique ne les concernait pas, quoi. Ne les touchait pas directement. Il y a ça aussi. Ou peut-être ils étaient au courant et que, je veux dire, c'est un livre de plus sur le même sujet. Mais par contre, j'ai eu beaucoup d'avis où ils ont été passionnés, parce qu'ils ont découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. C'est la culture sénégalaise, l'hospitalité sénégalaise, la richesse des traditions culturelles, la transmission, voilà. Tout ça, on peut ne pas être au courant et le découvrir à travers un livre et se rendre compte que l'image que la personne pouvait avoir de ce pays, qu'est le Sénégal, était différente après la lecture du livre. On peut avoir des a priori, tant qu'on n'a pas venu, tant qu'on n'a pas côtoyé, tant qu'on n'a pas rencontré et partagé avec des personnes quelque chose. Et c'est valable pour toute rencontre interculturelle. Alors, dans l'ouvrage, il est dit que Abdou a voulu émigrer vers l'Europe pour une meilleure vie. Pourtant, quand on lit les passages avec Michel et Babacar, le village semble stable. Ce qui me pousse à vous demander pourquoi Abdou se dirige vers l'immigration, se tourne vers l'immigration. Oui, et on voit bien qu'à un moment donné, Abdou rencontre dans le centre administratif, centre de rétention administrative, aux Canaries, il rencontre un Sénégalais qu'il avait déjà vu dans la pirogue, mais ils n'avaient pas parlé, parce qu'on ne peut pas parler dans la pirogue, hein, c'est pas possible. Vous imaginez cette traversée que vous avez pu lire et vivre avec eux, avec Abdou et Diac. Il lui dit, mais pourquoi tu es parti? Tu es du village de Mdem, parce qu'il commence à se connaître, et puis, mais c'est une référence dans cette région, comme il peut y avoir d'autres villages de référence dans d'autres régions du Sénégal. Et ça l'a beaucoup perturbé, ça. C'est sûrement la question la plus pertinente qu'il a pu recevoir d'un autre, d'un Sénégalais, qui lui dit en 2 mots, si j'étais issu de ce village, formé grâce à la communauté et au village, faire les études, etc., je ne partirais pas. Et ça a sûrement contribué à son choix. Son choix, on le voit à travers le livre, il se fait au fur et à mesure du temps. Il côtoie les gens, il les entend, il médite, il réfléchit, et puis il est attaché à des valeurs.
je pense que le basculement se fait à ce moment-là, dans le livre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai un peu écrit dans ce sens-là. Tout en sachant que vous avez, au début du livre, toute une phase d'hésitation d'Abdou. C'est Diak qui le tire. Tu étais d'accord. Alors tu viens. Il se pose trop de questions. Et c'est des vraies questions qui se posent. C'est-à-dire des questions humaines, celles qu'on a dans le cœur, dans la tête. On se dit, mais j'ai peur. Il y aura peut-être pas d'assez d'essence. Peut-être le moteur va tomber en panne. On va peut-être, la pirogue va peut-être être renversée, etc. Il a peur. C'est humain. Et il est tiré par Diak. Parce qu'ils étaient engagés tous les deux. Et ça le suit, ça le poursuit tout le long de la traversée. Et ça le poursuit aussi quand il est dans le centre de rétention aux Canaries, parce qu'il voit bien que ce n'est pas un choix qu'il a fait de lui-même. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise qui souhaite partir et qui prend des pirogues, une grande partie, c'est pour des raisons financières. Et à partir de là, donc, pas d'emploi ici, ils n'ont pas de statut. Donc ils recherchent un statut social. Et Abdou, c'est pas ça qu'il recherchait. Globalement, c'est évoqué à un moment donné. Diak le dit à un moment donné dans l'ouvrage. Mais Abdou ne le dit pas de cette façon-là. Et aussi, il a pu être un petit peu influencé par le fait qu'à Mdem, il y a souvent des Européens qui viennent. Mais ce n'est pas les Européens qui viennent passer des vacances dans un centre de vacances, ils viennent là pour travailler, pour participer à des activités, etc. Et le fait aussi de discuter avec eux lui a peut-être donné aussi l'envie de partir, malgré sa formation importante dans le domaine de l'agriculture, qui est utile pour le Sénégal. Donc la complexité, elle est là. Un être humain est complexe. C'est pas binaire. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'y vais pas. Il y est parti. Et puis, on lui renvoie, cette discussion qu'il a pu avoir sur le Sénégal, on lui renvoie une image. On lui renvoie ce qu'il est, cette chance qu'il a eue. Et pourquoi tu pars? Pourquoi tu vas galérer pour aller en Europe? Et le Sénégalais, lui, savait très bien pourquoi il partait. Il n'avait pas eu cette chance. Et lui a une chance. Et c'est là que Abdou va longuement réfléchir. Et aussi, la prière va beaucoup l'aider. Il se rappelait aussi tout ce qu'il a pu faire et avec la communauté, qui lui a permis de faire les études. Donc, il fait le choix de rentrer. Donc moi, ma deuxième question, c'était, on voit que dans le livre, la place de la femme est très marquante. D'où l'histoire de Kadja, je ne sais pas si vous vous en rappelez, lorsqu'ils étaient à Saint-Louis avec Aliou, leur chauffeur, et que c'était l'ami de Aliou. Kadja a dit qu'elle s'est fait esquiser très tôt et que c'était une esquission clandestine et que cela a vraiment touché. Elle était dans une association contre tout ça. Et je voulais savoir pourquoi en fait vous avez autant fait montrer la place de la femme dans ce livre et comment aussi, par quels moyens, parce que c'est pas très facile aussi. J'ai consacré dans ce roman des dialogues entre Michel et Fatou, entre Kadja et aussi Michel et Florence, sur des problèmes importants. Lorsque une femme perd très tôt sa féminité, c'est encore ce qui se passe. Beaucoup moins qu'à une certaine époque, mais qui existe encore. Et c'est important d'évoquer cela pour montrer à la fois le chemin qui a été parcouru par ces associations qui vont dans des villages, auprès des chefs de village, etc., et qui permettent
de faire diminuer le nombre d'excisions tous les ans. Et aussi ce rôle courageux de cette femme, cette mission qu'elle s'est donnée, cet engagement. Et c'est très important. Donc, ça avait pour moi une place. Et le deuxième aspect, c'est le dialogue entre Michel et Fatou, un dialogue d'être humain à être humain, entre une femme qui souhaite avoir un devenir différent de ce que peut avoir eu sa mère, être au village avec des tâches traditionnelles, voir autre chose et permettre d'avoir un épanouissement à la fois professionnel et aussi de vie familiale. Et ça, c'est pour moi un volet non négligeable à évoquer, parce que la notion de patriarcat existe toujours dans les sociétés africaines, pas spécialement plus au Sénégal. Voilà. Mais aussi, je dirais qu'il ne faut pas croire que le patriarcat n'existe pas non plus dans nos sociétés occidentales, sous d'autres formes. Et je voulais faire apparaître ça pour montrer que la femme pouvait, même issue d'un milieu rural, avoir une autre façon de vivre, une autre stature, une autre personnalité et s'épanouir dans d'autres activités que les tâches traditionnelles. Et c'est pour cela que j'ai consacré une partie dans ce roman, au fil du temps, de dialogue entre Michel et Fatou. Et cette approche, tous les deux, permet de parler vrai à travers ce que j'ai pu moi-même constater. Eh bien, je tiens à vous remercier, à tous les 6, d'avoir autant étudié le livre. Je suis impressionné, je ne le cache pas, parce que vous avez décortiqué le livre, vous avez posé des questions très pertinentes, qui sont à la fois riches dans leur contenu et qui m'a permis de sortir du livre et aller plus loin que le livre pour je dirais, répondre à ces questions et permettre de comprendre pourquoi j'ai écrit ce livre d'une façon générale. Je tiens beaucoup aussi à remercier le lycée parce que c'est grâce à lui que j'ai pu vous rencontrer et de partager ces moments importants, dont celui-ci, et puis un peu d'intimité entre nous, intimité à travers le livre. Vous avez découvert une histoire, et à travers cette histoire, moi-même, et j'ai découvert à travers vos questions, vos préoccupations, vos centres d'intérêt, et je pense que c'est important de pouvoir continuer à le faire connaître, comme vous le faites connaître, à d'autres jeunes, pour qu'ils puissent réfléchir aux thématiques intégrées dans ce livre, qui sont fortes et qui sont aussi développées, et puis échanger. Car l'important, pour moi, auteur, c'est cet échange. J'ai écrit quelque chose, dès qu'il a été publié, le livre ne m'appartient plus du tout, voilà, il n'est plus à moi le livre, il vous appartient, je l'ai bien vu, vous avez pris possession de l'ouvrage, vous vous l'êtes approprié, et c'est ça qui est intéressant, c'est cet échange entre nous, c'est la richesse, et c'est ça, je dirais, une démarche intellectuelle qu'on peut avoir pour mieux développer des idées et partager des idées et les faire vivre. Nous vous remercions sincèrement pour le temps que vous nous avez accordé et pour le moment de partage. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à vous.